cet après-midi sur toutes les questions qui impliquent d'une manière ou d'une autre l'Union européenne. Ne voyant toujours pas le même invité, je propose que nous laissions maintenant la parole à notre prochain intervenant. Nous allons utiliser la centralité de la Moldavie pour basculer de l'autre côté, si j'ose dire. Nous allons quitter l'Europe centrale et orientale pour aller dans le Caucase, où Bernard Kitous a concentré son intérêt. Bernard Kitous est responsable du Master Management des risques et de la qualité à l'Institut d'études politiques de Rennes, mais il est aussi chercheur au Centre d'études sur les modes d'industrialisation de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors le Centre d'études des modes d'industrialisation n'est peut-être pas très connu en tant que tel, mais peut-être le sera-t-il un peu plus si je vous dis qu'il est dirigé par Jacques Sapir, qui est un économiste assez connu en France et je pense aussi dans le monde russe, et qui est l'un des quelques économistes français à avoir prévu la crise. Donc Bernard Kitous va nous exposer comment il est possible de gérer les crises par l'interconnexion des réseaux. Et Bernard, je vous laisse présenter votre exposé. Vous avez une petite demi-heure. Merci Laurent. En fait, je vais avoir une technique un peu différente. Compte tenu des contraintes de temps, je vais en fait commenter quelques slides, quelques transparents. D'abord le premier qui recante quelque part les forces en puissance, directes ou indirectes, et en premier la Russie, et en second l'Iran. Nous sommes sur une zone où en fait l'avenir appartient, pas forcément directement, mais en tout cas en termes de puissance, force de frappe énergétique, à la Russie et à l'Iran, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc je commencerai par le rapport de force long sur les 50 prochaines années entre une Europe finalement extrêmement dépendante et des réservoirs de puissance énergétique qui sont situés largement à son est. L'affreux petit acronyme CRIMCO-LAGO que je vous propose est une façon mnémotechnique de retenir les 7 bases de risque sur lesquelles on peut travailler. D'abord le country risk, le risque pays, le risque dit inhérent dans des situations énergétiques, j'y reviendrai, c'est un des risques importants. Le risque de marché, il a été évoqué tout à l'heure par Jean-Marie Côté à travers le risque de change, qui fait partie du risque de marché, le risque de crédit. Marché et crédit sont souvent financiers, mais pas seulement. Le risque opérationnel qui vient des opérations de gestion de l'énergie. Le risque de liquidité, un autre aspect de la finance. Et puis l'acte of God, qui est souvent, surtout en France, pays de laïcité affirmée et malheureusement un peu destructive sur les bases mêmes de la laïcité. L'acte of God, qui est en fait l'événement. C'est un terme juridique finalement dans les contrats non français et qui signifie que l'assureur retire sa responsabilité de ce qui se passe parce que c'est un act of God, c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévisible et d'inestimable. Alors exemple, séisme en Arménie, tremblement de terre, act of God. Voltaire avait déjà dit pour le tremblement de terre de Lisbonne. Donc ce CRIMCO-LAGO va nous servir un peu quelque part de refrain puisqu'il s'agit de gérer des risques. Et j'ai pris comme base de définition l'ISO 31000 qui vient d'être voté en février 2010 par l'ISO, International Standard Organization, et qui donne une définition absolument centrale du risque en disant que le risque c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un objectif. Et ce qui est extrêmement précieux pour nous, c'est qu'on a une définition aussi du risque qui est aussi bien positive que négative. Ça n'exclut pas le fait que le risque fasse partie de la vie et des choix entrepreneuriaux et des choix d'avenir en termes positifs. Donc pour moi, je le dis clairement d'emblée, le risque n'est pas forcément quelque chose de négatif, quelque chose à craindre. Le réflexe franco-français du fameux principe de précaution doit ici être mis au second temps, car le risque comporte toujours, ou presque toujours, des éléments qui peuvent être positifs.
Donc la région sur laquelle j'ai penché un petit peu le travail, le pied, c'est effectivement la région du Caucase. Pourquoi le Caucase? Parce que finalement c'est une région extraordinairement significative d'une relation entre deux espaces finalement politiques, culturels, économiques, la Caspienne et la mer Noire. La mer Noire c'est ici, nous y sommes. La Caspienne c'est la porte à côté, moyennant Caucase. Moyennant Caucase, ça veut dire aussi moyennant négociation, première posture. Il y aura trois postures en fait, me semble-t-il important. La négociation d'abord entre des pays riverains qui, bien que n'étant pas forcément contigus à la Moldavie ou à l'Union européenne, sont néanmoins un rôle d'avenir. Donc, première posture, la négociation. Qui pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Est-ce que l'énergie est un bien public? Est-ce que c'est un bien qui doit relever de grandes compagnies multinationales? Est-ce que c'est un bien qui doit relever de politiques publiques quotidiennes? Le problème du Caucase, c'est qu'il est irréductible, enclavé, irrédentiste. C'est un pays de minorité active, et comme Laurent Habib, c'est le directeur général de l'ORSCG à Paris, et il a publié un ouvrage très récent, La communication transformationnelle, qui contient une équation qui me semble majeure, qui me semble encore plus puissante que les équations mathématiques. C'est l'idée que la transformation, c'est quelque part le rapport entre des épreuves d'aujourd'hui et un patrimoine d'hier. Et je crois qu'au niveau du Caucase, c'est un élément clé de se dire quel est le patrimoine d'hier pour voir les épreuves d'aujourd'hui à la lumière de ce patrimoine. Et donc, en fait, un Caucase extraordinairement segmenté, clivé, divisé, avec des conflits longs, des guerres civiles, même bien qu'on utilise pas ce mot, enfin des guerres civiles déguisées en conflits gelés ou pas. Et donc, en fait, il y a une vraie question de vulnérabilité, et en termes de mon petit acronyme, CRIPOLAGO, en tout cas pour le Caucase et ses voisins, pour Russie et l'Iran, un vrai enjeu de est-ce qu'on est dans une logique de négociation, c'était la première posture, ou est-ce qu'on est dans une logique de procédure? Et là, j'en veux pour preuve donc les questions de relations en Iran, qui sont pour l'instant dans le procédural, y compris aujourd'hui concernant le nucléaire, qui sont en fait, qui posent cette question, peut-on envisager le long terme à partir de procédures? Voilà. Sachant que l'équation électrique, effectivement, je rejoins complètement le propos de M. Gauthier, c'est un bien local, plutôt plus un bien régional, mais qui peut s'échanger, moyennant des déperditions, moyennant des pertes énergétiques importantes. Troisième posture, la guerre. Troisième posture, parce qu'au-delà de la négociation et de la procédure, il peut y avoir des logiques de guerre, des logiques militaires, et qui sont de fait importantes à considérer. Position par rapport à la Russie et à l'Iran aux grandes puissances énergétiques. Est-ce qu'on considère que ce sont des leaders et que les pays doivent être des suiveurs, les pays de l'influence du Caucase? Est-ce qu'on considère que ce sont des partenaires? Donc, importance de considérer cet agenda russe comme déterminant et clé pour les progrès énergétiques. Alors, je passe rapidement sur la considération des républiques autonomes de la Fédération de Russie, mais au sein de la Fédération de Russie, face aux républiques dites indépendantes du Caucase. Et une des questions, c'est donc de se dire, bon, quelle est l'articulation des pouvoirs nation, région, super pouvoir énergétique? Est-ce qu'un pays comme l'Arménie peut s'exonérer de sa position isolée? Et donc, quelque part, il y a, je dirais en fond sonore de la question de l'énergie, la question d'une gouvernance mondiale et face à des organisations régionales existantes ou inexistantes, d'où l'intégration dans l'équation du risque des paramètres religieux qui peuvent jouer un rôle dans la stabilité. N'oublions pas que nous cherchons quelque part, quand nous parlons de vulnérabilité, nous cherchons en réponse la
stabilité, donc le religieux, l'économique, le sociétal, mais aussi, probablement, l'articulation entre des backups, des soutiens politiques et des solutions, puisque le titre de ce colloque comporte un mot-clé, à mes yeux, le mot solution. C'est un mot très rarement utilisé dans les colloques, et donc d'autant plus important à souligner. Il insiste sur les solutions. Donc je crois que ça veut dire que dans le cas du Caucase, on a la nécessité de trouver des ouvertures, car c'est un système très fermé et très conflictuel, donc très anthropique au sens du désordre, d'où la nécessité de l'ouvrir, et d'autre part la nécessité de choisir une ingénierie, même si on nous dit qu'effectivement elle est à long terme et coûteuse, et bien justement d'autant plus il faut la choisir aujourd'hui. Donc on a le choix entre des énergies mécaniques, thermiques, chimiques, atomiques et solaires et autres, et éoliennes, mais avec des efficacités variées. Mais l'idée, c'est qu'en fait, pour trouver des solutions, il faut quelque part atterrir, il faut analyser, il faut agir, c'est-à-dire au fond être capable, par rapport à des risques, de les transférer, d'informer ou de sensibiliser à ces risques, de les concentrer, par rapport à les transférer, c'est une autre solution, de les organiser, de les disperser ou de les stabiliser. Autrement dit, on a besoin de décliner des verbes qui appartiennent au monde politique tout autant qu'à la technologie. Au fond, la technologie se trouve ici comme une fille cadette d'une sœur aînée qui serait finalement la politique. Sans démarche politique, et là je parle de démarche ici du faible au fort, et pas du fort au fort. Du faible au fort parce que de la Géorgie à la Russie, ou de la Géorgie à l'Iran, de l'Arménie à l'Iran ou de l'Arménie à la Russie, de l'Azerbaïdjan à lui-même ou de l'Azerbaïdjan à la Russie ou à l'Iran, à chaque fois on a des stratégies qui sont intéressantes en les qualifiant du faible au fort. C'est probablement dans cette logique du faible au fort que doit se camper un avenir, une négociation, et non pas seulement des guerres, et non pas seulement des procédures, mais de véritables négociations diplomatiques permettant, là il y a 3 exemples que je ne reprendrai pas, qui sont dans les articles que vous trouverez sur la table, les 3 exemples typiques où on voit une Géorgie et une Russie qui sont contraintes à s'entendre, on voit l'Iran et l'Arménie qui coopèrent avec, quelque part, la permission de Moscou sur des solutions énergétiques. Bref, je voudrais en arriver à quelques propos sur chacun de ces pays avant de conclure sur un pays occidental qui a un rôle clé dans la zone et qui est très ignoré souvent dans nos logiques de l'Union européenne. Donc juste quelques mots sur la Géorgie. Au fond, en termes, je suis d'accord aussi sur le fait que les ressources naturelles propres à cet espace géorgien sont fortes. Par contre, leur exploitation demande une politique longue et un financement long, également une confiance qui ne sont pas forcément au rendez-vous. La Géorgie est donc un espace de passage, et c'est déjà bien, un espace de transport, un espace de possibilité de relations mer-caspienne-Europe qui est promis à l'avenir, s'il se stabilise, à condition de gérer un risque identitaire, un risque économique et un risque militaire qui sont toujours et chaque jour permanents. L'Arménie a la chance d'avoir une centrale nucléaire. La chance est le handicap, mais c'est une chance si on la voit à long terme, si on la recompose, si on la modernise et si on la renouvelle. Car pour ce pays enclavé, finalement, et en dépit du risque nucléaire qui est réel et du risque sismique, c'est une des possibilités pour l'Arménie de se trouver exportatrice d'énergie. Ce qui est une chance parce qu'au fond, ça veut dire que l'Arménie est capable de se poser dans la chaîne de valeur de l'énergie comme un intermédiaire, par exemple, des échanges de barter. Il y a quelques articles sur le barter, c'est-à-dire des exemples de troc, baril de pétrole ou mètre cube de gaz contre kilowattheure. Et l'Arménie fait des kilowattheures.